Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 3 février 2024. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un sujet en espérant que cela touche les préoccupations des Congolais et que ça peut ouvrir à des bons débats, à des bons échanges. En fait, nous voulons essayer de nous interroger sur le paradoxe congolais entre la richesse d'un pays et la souffrance d'un peuple. Assez souvent, nous sommes revenus sur les défis que nous devons relever. Nous avons même profité de la dernière session de l'Assemblée nationale pour faire apparaître un élément extrêmement important. C'est la déclaration du Premier ministre lorsqu'il disait qu'en 2023, on avait prévu 1,8 milliard pour les érosions. En 2024, cette rubrique est passée à 2,5 milliards, une augmentation significative visiblement de 700 millions. Mais il reconnaissait que cela était maigre. Parce que quand on prenait rien que 3 sites, à savoir Kombo, à savoir le lycée scientifique Mfilou, on avait besoin de près de 70 milliards de francs CFA. Ensuite, nous avons suivi le débat au niveau du Sénat, où la question a été posée à un membre du gouvernement sur la dégradation de la route Dongou-Infondo et Pena et Niélé. Et il a répondu qu'il s'agissait de réhabiliter près de 240 kilomètres, mais pour un coût de 100 milliards de francs CFA. Et il retournait au sénateur qu'évidemment, vous n'avez rien prévu dans le budget 2024. Ça veut dire, quand on ne prend rien que ces 2 rubriques, nous avons déjà un besoin d'argent de près de 170 milliards de francs CFA. Mais les autres défis sont extrêmement nombreux. Nous pouvons parler de l'eau, nous pouvons parler de l'électricité, nous pouvons parler de la situation des retraités qui peinent à ce que la majorité d'entre eux, sinon un grand nombre d'entre eux, soient alignés à l'indice 300 depuis pratiquement 2017, je crois. Nous avons la situation du non-paiement des bourses des étudiants depuis près de 3 ans. Nous avons la situation des travailleurs, des impayés, des travailleurs de plusieurs structures. Nous avons la situation des retraités, puisque je dis encore, nous avons vu des images où les retraités de la mairie ont dû manifester devant la mairie. Nous avons l'assainissement des villes. Et vous avez vu dans quelle situation Pointe-Noire se retrouve quand il y a les pluies. Vous voyez vous-même dans quelle situation Brazzaville se retrouve. Évidemment, les chômages des jeunes, tout le monde attend puisqu'on a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Donc, les défis sont extrêmement nombreux. Le pays est riche. Comment n'arrive-t-il pas à relever ces défis? C'est à ça que j'ai choisi de partager avec vous pendant quelques moments quelques idées qui sont les miennes, mais qui peuvent donner lieu à beaucoup de discussions. Pour illustrer cela, j'ai voulu prendre quelques images. Quelques images, vous vous en doutez. La première image que je prends, elle a été découverte sur les réseaux sociaux. C'est lorsqu'on a découvert plusieurs sacs de draps qui auraient, dit-on, été volés de l'hôpital de Bunji, qui était déjà embarqué dans un bus d'Océan du Nord pour être acheminé à Brazzaville. Félicitations à la population de Bunji pour avoir été vigilante. Évidemment, on peut dire que ce n'est pas des gros poissons à ce niveau, mais il s'agit quand même d'un vol. Et ça fait apparaître l'image clairement de ce que le pays va mal, très mal. Si on peut même, dans un hôpital comme celui de Bunji, voler des sacs de draps pour les acheminer à Brazzaville, probablement pour les vendre, etc., on ne sait pas. On ose espérer, même s'il s'agit de menus frétins, que la procédure suivra son cours et que nous arriverons à la justice. Le deuxième cas que nous allons évoquer du point de vue des images, c'est cette image qui m'a terriblement attristé. Terriblement attristé. C'est la fondation Ninon Ngouamba. Ninon Ngouamba est un député de Brazzaville, d'un arrondissement, d'une circonscription de Wenze. Mais sa fondation est partie livrer de l'eau. Écoutez bien, livrer de l'eau vers la main bleue à Bakongo, parce que les populations n'avaient pas d'eau. Récipient étalé à même le sol et en fine indienne.
Ce 25 janvier à Bakongo, précisément au quartier 5 chemins, personne n'a voulu manquer à ce rendez-vous improviste, surtout manquer une goutte d'eau de cette citerne. Moi, je suis venue chercher de l'eau ici. Je suis venue chercher de l'eau. Là, je suis en attente là. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens ici. On est là depuis longtemps, mais on ne nous a pas encore même servi. On est seulement là, on attend. Comme d'autres arrondissements de Brazzaville, Bakongo est aussi dominé par un manque criard en eau potable. Une réalité qui met à mal le revenu de ces populations qui ont déjà du mal à réunir les deux bouts. Je vais dire, ça fait des années à Bakongo, vraiment, on a toujours eu un problème d'eau ici. On a des pompes chez nous, mais l'eau ne coule pas. Imaginez, vous payez le loyer, vous avez les déplacements des enfants que vous allez payer, votre manger et payer encore l'eau. Le bidon ici d'eau chez les pousse-pousseurs, c'est à 100 francs. Vous imaginez, il faudrait vous laver, vous nettoyer les enfants, laver les habits. Avec quel budget? Du moment qu'on sait qu'ici, chez nous, au Congo, déjà que le boulot, même pour avoir le boulot, c'est difficile. Un geste égale un sourire, œuvre de la Fondation Ninongwaba, qui poursuit son cours après Makelekele, précisément à Matour, est visiblement accueilli en cette partie de Brazzaville. S'il vous plaît, pensez à nous. On souffre vraiment. Pour le donateur, ce geste temporaire répond à un besoin ponctuel qui mérite d'être pris au sérieux par les pouvoirs publics. Même si on implante un forage, mais essayez de comprendre qu'un forage fonctionne avec l'électricité. Mais vous savez dans quelles conditions nous vivons dans notre pays. Donc il serait de bonne loi que le gouvernement prenne ses responsabilités pour pouvoir faire de telle sorte que les populations vivant à Bakongo, plus précisément dans la zone de la Main Bleue, puissent accéder à l'eau potable, tout simplement. À Brazzaville, la question d'eau potable se pose avec acuité depuis des décennies. Quelle image! Plus de 60 ans après l'indépendance, nous ne sommes pas capables d'avoir de l'eau à Brazzaville, à Bakongo, et pas dans des sites très très lointains. Et lorsque il manque de l'eau, alors que l'on sait que l'eau c'est la vie, franchement, pouvons-nous parler de la réussite du développement que nous aurions opéré dans ce pays? Cela laisse à réfléchir. Mais la troisième image à laquelle je viens, c'est également une découverte sur les réseaux sociaux. De cette image qui représente 6 stades, semble-t-il, de la Côte d'Ivoire où s'organise actuellement la CAN, avec une réflexion, mais qui ne laisse pas dormir plusieurs Congolais. La réflexion a été laquelle? La réflexion qui a été faite, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, pour organiser sa CAN, a construit 6 stades aux normes, aux standards internationaux, homologués par la FIFA. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement. Partons à la découverte de ces temples du sport où l'adrénaline et la passion brûleront, plus vives que jamais. Au centre d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le stade Félix Houphouët-Boigny. Stade historique avec des tribunes entièrement réinstallées et couvertes, cet édifice situé en plein cœur de la commune du Plateau captive par sa grandeur. Doté de 29 000 places et d'une pelouse hybride, il offre une vue imprenable sur la lagune ébriée. Au nord d'Abidjan, à Ebimpe, s'étend sur une superficie de 40 hectares le stade olympique Alassane Ouattara. Doté de 60 000 places, d'une pelouse naturelle et d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules, ce stade est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. À Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, se situe le stade Charles Konan Banny. Avec une capacité de 20 000 places, ce terrain est équipé d'un gazon hybride. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le mythique stade de la Paix de Bouaké. Sa capacité d'accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places, avec une toiture pour l'ensemble des gradins. Sur la côte sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro se prépare également à accueillir la compétition. Le stade Laurent Pokou s'étend sur une superficie de 16,5 hectares avec 20 000 places assises entièrement couvertes et un parking de 2 000 places. Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est la 5e ville du pays qui accueillera la CAN 2023. Le stade de la ville, stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, construit sur une superficie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes,
d'un gazon naturel et d'un parking de 2000 places. Et dans cette publication, on a dit que les 6 stades auraient coûté ensemble 200 milliards de francs CFA. Et cela a amené les Congolais à réfléchir et à s'interroger. Beaucoup d'internautes ont même essayé de relever que le stade de Kintélé lui avait coûté 400 milliards de francs CFA et n'a pas été homologué aux normes de la FIFA, ce qui est une situation extrêmement grave. Et nous pouvons faire un calcul simple. Si nous divisons 200 milliards par 6, ça nous fait à peu près 34 milliards le stade. Et si le nôtre a coûté 400 milliards de francs CFA, faites la différence. Faites la différence. Vous êtes autour de 367 milliards. Ce qui fait penser à quoi? Ce qui fait penser au surcoût. Ce qui fait penser à la corruption. Ce qui fait penser à l'enrichissement illicite. Parce qu'assez souvent, lorsqu'on a dit qu'il y a des Congolais qui sont devenus archi-milliardaires, on se pose la question, mais quels sont les mécanismes qui sont mis au point pour atteindre cet enrichissement? Et là, vous avez un cas frappant. Mais ce cas n'est pas le premier. Nous avons été déjà pratiquement été interpellés lorsque on a eu l'inauguration de l'université de Kintélé. Et lorsqu'on a découvert que le coût prévisionnel de cette université était de 241 milliards de francs CFA, nous avons immédiatement rapproché ce chiffre avec celui de la deuxième université de Diamniadio au Sénégal, qui aurait coûté autour de 60 milliards de francs CFA. Vous voyez là encore qu'on a un cas. Parce que si vous prenez 241 milliards moins 60 milliards, ça vous fait une différence de 181 milliards. Et on peut continuer comme ça. On peut même essayer de se pencher sur l'hôpital général de Niamey qui a été construit pour un coût de 45 milliards et se poser les questions sur la plupart de nos propres structures hospitalières. Et on peut comme ça aller. Mais la dernière image à laquelle je vais revenir, c'est pratiquement, je dirais, comme un chiffon qui a été retrouvé, qui a été mis sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on a décrypté ce papier véritablement chiffonné, où on a essayé pratiquement de déchirer quelques bouts, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert un papier où on parlait d'indemnité mensuelle d'un cabinet ministériel, alors que nous savons que les membres du cabinet ministériel, lorsqu'ils sont nommés, évidemment, on finit par dire qu'un décret sera pris et qu'ils toucheront des indemnités conformément aux textes en vigueur. Mais les textes en vigueur, c'est l'application des textes par le Trésor. Ça veut dire que ces fonctionnaires ou ces Congolais qui sont appelés à travailler dans ces cabinets, ils sont déjà pris en charge. Pour certains, notamment les fonctionnaires, ils ont déjà leur salaire pris en charge par le Trésor public. Ils ont l'indemnité de fonction qui est prise en charge par le Trésor public et on découvre qu'il y a des indemnités qui sont même très élevées. Parce que je prends l'indemnité, on a mis directeur de cabinet 2 millions, et on découvre des conseillers, peut-être des attachés, 1 705 000. On s'est dit, mais que se passe-t-il? Si je prends le texte qui fixe les traitements des administrateurs, maires, etc., mais je crois savoir qu'à Brazzaville, dans un arrondissement de Brazzaville, un administrateur maire perçoit près d'1 million. À Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les villes comme Dolizy, Mossenjo, je crois que c'est autour de 800 000. Donc, vous voyez que pour des gens qui touchent déjà des salaires, ils ont en plus des indemnités mensuelles qui sont fixées par je ne sais qui, puisque cette note qui date de 2020 était en fait signée par un directeur de cabinet de ce département ministériel. C'est-à-dire que cette note n'est pas censée avoir été visée par le directeur général du budget, par la direction générale du budget et par la direction générale du contrôle budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de l'argent. Et il y a une minorité qui se sert. Parce que si ça se passe dans tous les 38 ministères, si ça se passe dans toutes les institutions, supposons même que nous prenions un cas de figure où nous prenons 50 institutions de ce type. Mais prenez, la globalité faisait pour ce département ministériel 19 millions.
multipliez 19 millions par 50, vous avez 950 millions. Et prenez 950 millions multipliés par 12, mais vous avez 11 milliards 400. L'illustration d'un pays qui est riche, etc., mais dans lequel une petite minorité se sert, pendant que la majorité de la population est en pleine souffrance, elle est dans la pauvreté, elle est dans la misère. Il faut penser au chômage des jeunes. J'ose espérer, j'ai une idée particulière pour les jeunes au moment où on parle de l'année de la jeunesse. J'ose espérer qu'un effort sera fait pour que le problème du chômage, le problème de l'emploi puisse être résolu. Quand nous venons là, nous disons, est-ce qu'il est possible de relever tous ces défis? Et moi, je dis oui, il est possible de les relever. Il est possible de trouver au Congo de l'argent pour résoudre ces problèmes, que ce soit les érosions de Nkombo, du lycée scientifique, etc. Prenez rien que l'exemple. Ça vous fait un écart de près de 180 milliards de francs CFA. Prenez la différence en termes de stade. Si nous prenons l'écart qui existe au niveau de l'université de Kintele et de la deuxième université de Dakar, mais nous avons un écart de près de 180 milliards de francs. Comment expliquer ces surcoûts? Comment expliquer cette mauvaise qualité de la dépense? Comment expliquer que les investissements ont coûté aussi cher? Et malheureusement, assez souvent, lorsqu'on évoque le problème de l'audit, lorsqu'on évoque le problème de contrôle, cela ne revient pas. Mais moi, j'en viens. Et la question essentielle qu'on peut se poser, est-ce que le Congo a les moyens de relever ces défis? Moi, je dis oui. Mon point de vue a toujours été que le Fonds monétaire international n'apportera pas la solution aux problèmes du Congo. Les problèmes du Congo, nous allons les résoudre à partir de notre courage et de notre volonté politique. Et nous le pouvons. C'est pour ça qu'en termes de pistes, je dirais déjà qu'une des premières pistes que nous avons déjà suffisamment évoquées, c'est le fait que nous constatons que dans la loi de finances 2024, il n'y a aucune rubrique qui a été prévue au titre de la lutte contre la corruption. Alors que nous savons bien que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde et que le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Comment est-il possible d'expliquer que dans ces pays, en termes de corruption, rien ne bouge? Mais nous allons revenir sur la corruption. Nous voulons nous appesantir dans ce qui apparaît au niveau de la loi des finances. Le deuxième cas que nous évoquons, et nous l'avons souvent évoqué, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et nous sommes assez régulièrement revenus là-dessus, tant du point de vue des effectifs, des institutions que nous connaissons, comme le gouvernement, que du point de vue des conditions de rémunération. Et nous connaissons les chiffres. Nous n'allons pas les étaler. Il est possible de faire des économies. Déjà, nous avons relevé tout à l'heure que pour ce qui était des cabinets ministériels qui payent des indemnités mensuelles au-delà de ce qui est payé conforme au texte en vigueur, on pouvait déjà dégager, en prenant une hypothèse de 50 structures, près de 11 milliards 400 millions, mais on peut poursuivre l'exercice et obtenir comme ça. En cela, nous avons cité beaucoup d'exemples. Nous avons dit, par exemple, que le président chinois, c'est pratiquement l'un des pays les plus peuplés du monde. C'est un pays au plan économique, etc., qui est très avancé. Mais le premier ministre chinois gagnerait 1 million, l'équivalent d'1 million de francs CFA par mois. Il n'en est pas moins président de la Chine. Et nous pouvons prendre d'autres exemples. Le président Poutine, selon plusieurs informations, gagnerait 6 500 000 francs CFA. Le président français gagnerait moins de 10 millions. Et lorsqu'on compare aux chiffres qui sont les nôtres, on se rend compte qu'on peut agir sur les conditions de rémunération de nos dirigeants, ce qui ne veut pas dire que nous souhaitons qu'ils soient mal payés, non. On sauvegardera leur train de vie et leurs conditions de vie, mais on peut le faire en réduisant un certain nombre de choses. Et en termes de réduction de train de vie de l'État,
Assez souvent, on a évoqué ce problème et les Congolais ne comprennent pas, en dépit de la souffrance dans laquelle ils sont plongés, que les gouvernants ont toujours évité d'aborder ce problème. Il y a un autre cas que je vais évoquer à la lumière du Conseil des ministres qui s'est tenu le 18 janvier et qui a évoqué le problème de l'obligation de la déclaration du patrimoine par tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction. Là aussi, quand on prend ce texte, c'est-à-dire la loi 4 2019 du 7 février 2019 relative à cette obligation, mais nous savons bien que l'article 12 de cette loi stipule clairement qu'en cas de non-déclaration, en cas de dissimulation ou autre, mais il y a des sanctions. Et ces sanctions peuvent faire que vous perdez le quart de la valeur de votre patrimoine. Donc, les pistes, elles sont là. En fait, je viens à une autre piste, l'avant-dernière, que je vais évoquer, la lutte contre la corruption. Ce problème m'attriste. Il m'attriste parce que les cas sont nombreux. Avant, on a fait croire que c'était les ONG qui voulaient déstabiliser le pouvoir, etc. Mais nous n'avons plus voulu tellement insister sur ces cas qui étaient dénoncés par les ONG. Nous nous sommes penchés beaucoup plus sur les cas qui sont connus de l'intérieur, et ils sont nombreux. Nous parlons de l'année de la jeunesse, mais parlons de l'argent des générations futures. Les 14 000 milliards, où sont-ils? Un engagement avait été pris pour que les excédents soient déposés dans un compte de stabilisation, qu'aucun franc ne serait touché dans ce compte sans loi de finances rectificative, et que chaque année, un audit allait être réalisé par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Mais expliquez-nous en cette année dédiée à la jeunesse, puisqu'on parle des générations futures, où sont passés les 14 000 milliards? Est-ce qu'on peut en faire la lumière pour qu'enfin on règle le problème? Je suis de ceux qui pensent qu'il est peut-être bon de décréter l'année de la jeunesse. Mais lorsqu'on prend l'intitulé du projet de société qui s'exécute dans ce pays, à savoir ensemble continuons la marche vers le développement, il est évident, il est clair que si le Congo se développe, c'est au profit de toute la population congolaise, particulièrement de la jeunesse, puisqu'il a été relevé que la jeunesse représentait près de 76% de cette population. C'est un dossier, mais il y en a bien d'autres. Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture, les détournements à la CREF, les dossiers qui ont été élaborés par le président de la commission de lutte nationale de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et autres, l'Amir Ngele, ces dossiers existent. Pourquoi diable nous ne voulons pas aborder ce problème? Et lorsque nous n'abordons pas ces problèmes, est-ce que nous voulons véritablement conduire le pays vers le développement? Déjà, nous sommes en 2024. Je crois que tout le monde a compris car l'atteinte de l'émergence en 2025 n'est plus qu'une illusion. Nous ne pouvons pas, et nous voyons la situation dans laquelle notre pays se retrouve. Mais je terminerai sur cette affaire de lutte contre la corruption en me référant toujours à cette déclaration du 9 décembre 2023 faite par le président de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption, où il a déclaré lui-même, on ne peut pas dire qu'il a subi la pression de Clément Mirassau, c'est lui-même qui a déclaré que la Haute Autorité de lutte contre la corruption avait diligenté 30 enquêtes d'investigation et que tout était prêt pour la publication des résultats, tout était prêt pour la saisine, et il a relevé que la saisine de la justice était une forte attente de la population qui estimait que la corruption a trop gangrène trop la société congolaise. Curieusement, nous constatons, nous découvrons là qu'il y a un problème, qu'il y a un blocage. Tout d'un coup, lorsqu'on avance dans ce dossier de la lutte contre la corruption, il y a comme un blocage qui fait qu'il y a un niveau qu'on n'avance pas. Mais lorsqu'on n'avance plus, le message est clair. Ça veut dire qu'on a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et de plonger les Congolais dans leur grande majorité, dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance. Mais jusqu'à quand? Si même les institutions qui sont chargées
de lutter contre la corruption s'arrêter sont bloqués. Où allons-nous? Je rappelle que dans le projet de société, ensemble poursuivant la marche, on parle de l'éradication totale des antivaleurs, notamment de la corruption. Cela est repris dans le programme d'action du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, où il a été retenu qu'il faut combattre durement la corruption et les autres antivaleurs. Et lorsqu'il y a eu l'audience solennelle, d'entrée solennelle de la Cour suprême, j'ai retenu cette image où on a déclaré de façon solennelle que même dans la Grèce antique, Platon critiquait sévèrement la corruption. D'où vient cet état de choses? Maintenant, j'en viens au dernier point. Vous voyez bien quand on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, on a construit 6 stades avec 200 milliards de francs, alors que notre stade a coûté 400 milliards. Lorsqu'on dit que l'université de Dakar a coûté une 60aine de milliards, alors que la nôtre a coûté près de 241 milliards, il y a visiblement un problème de surcoût. Il y a visiblement un problème de corruption. Il y a visiblement un problème de détournement de fonds. Mais on ne veut pas rester au niveau des soupçons. Je suppose qu'il y a des structures qui sont habilitées. Et c'est pour ça que nous avons maintenant une exigence forte. Et cette exigence, c'est d'exiger que des audits soient réalisés. Et on se rend compte que si on les réalise sur tous les chantiers qui ont été ouverts, pour toutes les municipalisations qui ont été faites dans notre pays, nous aurons énormément de l'argent et on pourra avancer. Voilà de ce point de vue ce que j'ai voulu faire avancer pour dire qu'en réalité, notre pays est riche. Il y a des niches où on peut collecter l'argent pour relever tous ces défis. Mais malheureusement, il nous manque et la volonté et le courage politique. Mais avant de terminer, je vais revenir pour une petite mise au point. Je viens pour une mise au point parce que les Congolais, je ne dirais pas qu'ils sont têtus, mais ils ont la peau dure. Et je crois qu'il faut toujours en tenir compte. Je le dis pourquoi. Parce que le 5 janvier, il y a eu une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle on a voulu faire du buzz, comme on dit. On a voulu utiliser les réseaux sociaux pour faire du buzz en disant que Clément Nyirassa et plusieurs opposants se seraient, dit-on, retrouvés à Pila, où chacun de nous est sorti avec un pactole de 250 millions. Semble-t-il, parce qu'il fallait que nous acceptions peut-être la candidature ou que Denis Christelle Sassou Nguesso accède à la succession de son père. C'est même ridicule pour les Congolais de raisonner comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de respecter vos lois. Le Congo a une constitution. Et s'il y a un problème de constitution qui se pose, mais ce problème est posé et les solutions sont proposées dans la constitution. Que diable, qu'est-ce que Nyirassa a à faire avec un problème de succession de Denis Christelle Sassou Nguesso et de son père? Ensuite, pour les Congolais, vous avez dû suivre une interview sur France 24. Mais dans cette interview, le journaliste a bien posé la question au président Denis Sassou Nguesso de savoir s'il avait adoubé son fils, tout ça. Vous avez suivi la réponse du président Denis Sassou Nguesso. Il a dit qu'il n'a jamais fait ce genre de déclaration. Donc, cette déclaration n'apparaît que dans l'esprit de certains Congolais qui veulent utiliser un certain nombre de choses pour comploter contre Nyirassa. Mais ce qu'ils n'ont pas, et je vais continuer, c'est qu'ils n'ont pas bien saisi. Mais c'est qu'en le faisant, ce n'est pas Nyirassa qu'ils attaquent. Ils attaquent les gouvernants, ils attaquent le Congo, parce qu'ils veulent donner l'information à l'opinion tant nationale qu'internationale que les gouvernants congolais sont des corrupteurs. Mais s'ils sont des corrupteurs, ils ne peuvent pas combattre la corruption. Mais que diable alors, comment ils ont pu avoir pour projet de société, ensemble, continuons la marche, entendu, marche vers le développement, étant entendu que si vous marchez vers le développement et que vous acceptez la corruption, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et le deuxième aspect que j'évoque, toujours dans cette publication, on dit que
cette corruption à grande échelle a commencé au sein du PCT. Ça ne me regarde pas. Les problèmes du PCT ne me regardent pas. J'ai une autre approche des problèmes politiques. Et si je dois parler du PCT, j'aurai une approche politique. Mais s'ils ont un problème de succession, Denis Sassou Nguesso est le président du Parti congolais du travail. Denis Christel Sassou Nguesso est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Je crois que le Parti congolais du travail est bien la structure habilitée à discuter de ce problème. S'il y a donc des pots de vin, de la corruption, c'est certainement à ce niveau que ça s'exécute. Je ne comprends pas. Mais le troisième aspect qui a été évoqué par rapport à cette publication, qui est extrêmement dangereux, et pour lequel j'interpelle la CID, pour que la CID se saisisse de ça. Non, on dit que c'est un pilat. On a mis en œuvre des machines, en fait, de la fabrication de la fausse monnaie. Ce qui veut dire que les gouvernants congolais seraient dans une démarche de fabrication de fausses monnaie. Mais vous ne savez pas la gravité que ça représente. Croyant attaquer Mirassa, croyant ternir l'image de Mirassa, j'ai tenu à vous expliquer que c'est plutôt l'image du Congo que vous ternissez. C'est l'image du gouvernement congolais que vous ternissez. C'est l'image des gouvernants que vous ternissez. Donc, même quand vous êtes dans la logique des complots, essayez de réfléchir pour le faire avec une certaine intelligence, mais pas de cette manière. Et c'est là où j'en viens. J'ai essayé de faire de façon laconique un démenti sur cette affaire. J'ai fait une émission Droit de savoir avec le brillant du journaliste Christian Perrin. Et il m'a posé la question, j'ai donné la réponse. Curieusement, j'ai découvert sur les réseaux sociaux que non, Clément Mirassa, en fait, il n'était pas un pilat. Il a des relations familiales à la présidence et c'est à la maison qu'on lui vient. Et cette fois-ci, ce n'est plus pour que je soutienne Denis Christel Sassou Nguesso pour la succession à son père. Cette fois-ci, c'est pour limer les institutions de la République. Mais je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Clément Mirassa est un opposant. Et reprenez la loi qui parle du statut de l'opposition politique. Et il est dit clairement dans ce statut qu'un parti politique de l'opposition, c'est un parti qui ne soutient pas la politique du gouvernement. Je ne la soutiens pas, mais malgré tout, non seulement je vais avoir un esprit critique, mais en plus, je fais des propositions. Je viens d'en faire sur la réduction du train de vie de l'État. Je viens d'en faire sur la réalisation des audits. Je viens d'en faire sur un certain nombre de problèmes. Donc, à mon avis, quand vous voulez comploter contre Clément Mirassa, prenez le temps de bien réfléchir. Là, je peux vous dire que vous vous êtes pris les pieds dans une toile d'araignée. Et ce que vous avez fait, ce n'est pas ternir l'image de Clément Mirassa, mais c'est ternir l'image du Congo, ternir l'image des gouvernants congolais, ternir l'image des gouvernants. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Vous devriez réfléchir pour mettre ce genre d'informations sur les réseaux sociaux parce que ça touche et l'opinion nationale et l'opinion internationale. Maintenant, pour en finir, je vais à la conclusion, chers téléspectateurs, en disant que j'ai été très heureux encore de partager avec vous ce sujet, de l'image qui apparaît au niveau des stades de la Côte d'Ivoire et au niveau du stade de Kintélé. Je vous ai donné l'illustration au niveau de l'université de Kintélé et au niveau de la deuxième université de Dakar. Je vous ai donné l'image à travers ce papier froissé qui fait apparaître que dans les cabinets ministériels, au-delà de ce qui est prévu par les textes en vigueur, il y a de l'argent qui sort. Mais cet argent devrait être utilisé pour améliorer la condition de vie du Congolais. Et il n'est pas normal que les Congolais vivent comme dans la situation actuelle. Le jeudi dernier encore, j'ai suivi sur les réseaux sociaux cette manifestation des retraités, je dis bien des retraités, de la mairie. Vous voyez bien à quel point nous sommes. Et pourtant, dans le même temps, on voit des informations circuler, comme qu'on a volé 200 millions chez tel dignitaire. J'ose espérer que ces informations sont fausses, parce que si elles sont justes, comment ils peuvent expliquer disposer autant d'argent dans leur maison pendant que les Congolais souffrent? Nous savons également
qu'il y a une petite minorité qui vit dans l'opulence, qu'il y a une petite minorité où on compte des multimilliardaires. Tout ce que les Congolais veulent, c'est de vivre dignement et correctement. Et ça, ils le peuvent. C'est pour ça, chers téléspectateurs, qu'une nouvelle fois, j'ai voulu interpeller les gouvernants pour leur dire, arrêtez de faire souffrir les populations. Prenez le courage, ayez la volonté politique de lutter contre la corruption, ayez la volonté politique de réaliser des audits dans la plupart des marchés qui ont été réalisés dans ce pays. Prenez le courage de lutter contre les détournements. Prenez le courage de faire en sorte que et la haute autorité de lutte contre la corruption et la justice fonctionnent correctement. Nous aurons l'argent. Nous aurons l'argent, j'en suis sûr, pour régler le problème des opérateurs économiques, pour régler le problème des retraités, pour régler le problème des étudiants. Mais pourquoi diable n'arrivons-nous pas à ce stade? Je vous interpelle une nouvelle fois. J'espère que vous serez sensibles à ce que j'ai dit. Et j'ose espérer que je toucherai la fibre sensible de votre cœur pour que vous pensiez aux Congolais, pour que vous ayez l'amour de ce pays. C'est sur ce, chers téléspectateurs, que je termine mon propos en disant, j'ai été très heureux de partager ce propos avec vous. J'ose espérer que nous reviendrons samedi prochain et que nous aurons un bon thème que nous allons développer. À samedi 10 février, je crois, je ne pense pas me tromper. À bientôt et je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt et merci.